Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de votre participation. Je suis Jean-Laurent Brassieux, je travaille au bureau de Paris. J'ai la responsabilité technique de tout ce qui se passe chez PKF. Pour cette présentation, j'aurai la chance et l'honneur d'être accompagné par Aude Bouvet, qui est présente mais à Rennes, de Valérie qui est présente à Dijon et d'Iris qui est présente, elle, à Bordeaux. Donc, vous voyez comme quoi la participation régionale n'est pas un vain mot chez PKF. Quelques mots, donc, avant de commencer cette réunion. D'abord, vous remercier au nom de Franck Gledel et au nom de tous les associés, de tout le personnel de PKF Arcilon pour votre présence. Et puis, c'est encore la période pour vous souhaiter une excellente année 2024. Alors, avant donc de passer à aux choses qui concerne la loi de finances, quelques mots de présentation de PKF Arcilon, parce que bon, je pense que vous nous connaissez, mais quelques mots pour vous parler un petit peu de ce que nous souhaitons mettre en place et donc accompagner les entreprises qui font le dynamisme du territoire, donc pas seulement Paris, et donc, comme vous avez pu le constater, une implantation régionale importante. Donc, PKF accompagne donc tout type d'entreprise, je dirais qu'avec une plus grande prégnance vers ce qui est PME et ETI, hein, et donc on veut aider toutes les entreprises dans toutes les étapes de leur structuration, depuis la création jusqu'au leur développement et leur transformation. Donc nous avons 930 personnes, 70 associés répartis sur 30 bureaux en France, donc avec un grand maillage local, et nous avons réalisé 93 millions de chiffre d'affaires. Donc au niveau des activités, bien évidemment, nous avons nos activités traditionnelles qui sont l'expertise comptable, l'audit et tout ce qui, je dirais, tout ce qui accompagne ces activités traditionnelles. Je pense notamment à tout ce qui est paye et gestion sociale, mais aussi tout ce qui est développement. Maintenant, nous essayons de nous développer vers tous les enjeux qui sont les vôtres, notamment en matière de stratégie, de gestion de la performance, gestion des risques et également tout ce qui est problématique RSE et ESG. Donc, alors, PKF Arcilon, c'est le représentant du réseau international PKF, hein, donc qui regroupe sur le monde entier 224 cabinets dans 150 pays, 20 000 professionnels, 500 bureaux et environ 1,9 milliard d'honoraires générés au niveau de la dernière année fiscale. Donc vous voyez quand même une grande implantation internationale et donc qui vous permet d'être accompagné au niveau de l'étranger par un réseau qui est performant et efficace. Voilà quelques mots passés et donc je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et donc qu'est-ce qui nous attend au cours de cette heure et demie. Donc principalement des mesures qui concernent la loi de finances fiscale, mais aussi la loi de financement de la sécurité sociale, avec les mesures concernant les particuliers, les mesures concernant les entreprises, un petit focus spécifique qui concerne le contrôle fiscal et social, parce que c'est vrai que c'est des choses qui se durcissent de plus en plus et on a une évolution de plus en plus importante sur ce sujet. Quelques mesures sociales et vous verrez, il y a quelques nouveautés. Un petit point particulier qui concerne le diagnostic RSE, parce que vous savez que en fin d'année 2023, on a eu la transposition de la directive européenne en matière d'information RSE, et donc il nous a semblé important de revenir sur ce point qui est un point fondamental qui change beaucoup la vie des entreprises. Alors même si vous n'êtes pas directement concerné,
on verra que même si vous n'êtes pas directement concerné, parce que ça concerne les entreprises d'une certaine taille, eh bien de façon indirecte, vous serez concerné par toutes ces problématiques-là. Et donc, il faut dès à présent s'y intéresser. On a prévu un petit point, mais alors on n'en parlera pas physiquement, entre guillemets, puisque le temps nous est compté. Mais on a fait un petit point sur l'homologation de nouveaux règlements comptables. Il y a eu en fin la dernière semaine de décembre 2023, on a eu un certain nombre de règlements comptables qui ont été homologués. On vous l'a mis dans la présentation, mais je dirais que ça ne présente pas forcément de grandes nouveautés, notamment pour certains, mais il nous a semblé quand même intéressant de vous les rappeler et pour vous les mettre dans la présentation, je dirais, écrite. Voilà le programme de cette heure et demie et je vous propose dès à présent de passer aux mesures concernant les particuliers. Alors, au niveau des particuliers, je dirais toute la partie additionnelle de la loi de finances, on commence bien évidemment par la mise à jour du barème. C'est quelque chose de traditionnel. Et le barème a été rehaussé comme chaque année pour tenir compte de l'inflation. Donc là, on a eu quand même une augmentation relativement significative des différentes tranches, puisque on est à un peu plus de 4%. Et donc, ce qui veut dire que qui aurait le même revenu en euros n'aurait pas d'augmentation de son impôt. Voilà, c'est le principe de base. Donc, je vous laisse en prendre connaissance rapidement, mais je ne pense pas que ça soit la peine d'exposer chaque ligne. Et puis, de toute façon, vous aurez ce tableau dans la présentation qui vous sera envoyé. Alors, deuxième traditionnel euh, du barème, c'est tout ce qui est lié aux, aux abattements liés au rattachement d'enfants ou aux pensions alimentaires, alors qu'ils soient pacsés, non pacsés. Il y a différentes catégories. Donc, pour ce qui est des limites de déduction des pensions alimentaires versées, il y a le rattachement. C'est-à-dire, si vous choisissez de rattacher un enfant marié, pacsé ou chargé de famille, c'est 6 674 euros par personne prise en charge, hein, donc en déduction de vos revenus. De la même façon, si vous versez, au lieu d'avoir un rattachement, si vous avez une déduction de pension alimentaire versée à un enfant majeur, ça passe à 6 674 euros. Pour rappel, c'était 6 368 euros l'année dernière. Donc, on a une augmentation quand même relativement importante, hein, compte tenu de l'inflation qu'on a connue. De la même façon, euh, si vous, euh, si vous versez à une pension alimentaire versée à un enfant majeur chargé de famille. Alors là, si vous avez qu'un enfant et qui est chargé de famille, la limite de déduction, c'est 13 348. Alors de façon assez surprenante, quel que soit le nombre d'enfants, donc de petits-enfants pour vous, hein, d'une certaine façon, la limite est fixée à 13 348 sans tenir compte du nombre d'enfants à charge. Et de la même façon, si vous avez une pension alimentaire versée à un enfant majeur, marié ou pacsé, c'est 6 674 euros. Mais là, bien évidemment, euh, pour chaque conjoint, hein, et vous avez la limite est doublée donc au profit. Par contre, si vous avez normalement c'est pour chaque enfant, mais la limite peut être doublée s'il y a qu'un couple qui prend en charge les enfants majeurs mariés ou pacsés. Donc, vous voyez toutes les subtilités de la gestion familiale se retrouvent dans cette loi de finances. Alors, de la même façon, pardon, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Euh, Comme chaque année, bon, le montant maximal de l'avantage lié au quotient familial est revu, hein. Donc, par demi-part ou deux parts pour un couple, c'est 1 759 euros par enfant.
Pour la part accordée au titre du premier enfant à charge aux personnes célibataires divorcées, c'est 4 149 €, donc pour aider les familles monoparentales. Pour la demi-part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants pour les divorcés, c'est 2074. Donc vous voyez, il y a tous ces barèmes qui sont ajustés par rapport à la fois à l'inflation et par rapport aux situations familiales. Alors, dernière disposition relative au calcul de l'impôt, hein, c'est ce qu'on appelle la décote, qui permet d'alléger la charge de l'impôt pour les personnes faiblement soumises, hein. Donc, dès que vous rentrez, pour éviter un effet de seuil trop important, il y a une décote qui permet de limiter la charge de l'impôt. Et l'impôt résultant du barème progressif est diminué, alors, de la différence entre 873 € et 45,25% de son montant, ou 444 €. Donc, il y a eu un petit coup de pouce quand même pour cette décote, hein. La formule de calcul est assez obscure, mais il y a eu un petit coup de pouce de cette décote. Alors, euh, point particulier qui concerne les dispositions applicables concernant le prélèvement à la source. Alors, le prélèvement à la source, on commence à s'habituer, hein. Donc, vous savez que pour le prélèvement à la source, il y a 3 types de taux de prélèvement, hein. Il y a le taux de droit commun qui est calculé par l'administration avec une correction à partir du moment où vous avez le revenu de l'année précédente. Il y a le taux individualisé qui permet aux contribuables mariés ou pacsés d'avoir une imposition séparée de chaque revenu. Et puis, il y a le taux, ce qu'on appelle le taux neutre, qui est le taux pour les gens qui ne veulent pas communiquer, par exemple, leur revenu à leur employeur, donc qui permet d'avoir, en fonction de leur salaire, un taux applicable. Alors, ce taux neutre fait l'objet d'une grille, hein, de différentes grilles euh, de, de, de taux qui va de 0 à 43%. Alors, grand changement quand même, ce qu'il faut voir quand même, même si cette loi de finances n'est pas une loi de finances révolutionnaire, il y a quand même un point applicable et qui va concerner quand même pas mal de gens. C'est l'application. Jusqu'à présent, le taux pour un couple était un taux, le taux, on appliquait le taux commun, hein. Donc, par contre, à compter de 2025, de septembre 2025, on appliquera un taux individualisé pour les couples, c'est-à-dire en fonction de votre salaire, ça sera le taux qui est lié à votre salaire et non pas un taux moyen pour le couple, hein. Et donc, ce n'est que pour option, que sur option, que le couple pourra opter pour l'application d'un taux commun. Donc, vous voyez, là, on renverse, hein, on renverse le système qui avait été mis en place initialement pour avoir une imposition entre guillemets, séparés en termes de prélèvement pour chaque conjoint. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui sera d'application à partir de 2025, hein, mais qui est quand même un changement de paradigme quand même important. Alors, au niveau des dons, voilà, il y a toujours une politique également, une politique fiscale des dons, qui va, par rapport à des choix qui sont faits par le gouvernement pour orienter plus ou moins les donateurs vers certains types de dons. Donc, 3 nouveautés par rapport à cette politique de dons, dirons-nous. L'élargissement de la réduction d'impôt pour les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général qui agissent en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. La réduction est égale à 66% du montant du versement effectué, dans la limite de 20% du revenu imposable, avec un principe général de report si vous excédez si vous excédez ce plafond de 20% du revenu imposable. Donc, deuxième nouveauté, ou c'est pas une nouveauté, mais c'est une prolongation du dispositif Coluche, hein, ce qu'on appelle dispositif Coluche. Donc, pour les particuliers qui effectuent des dons à des organismes d'aide aux plus démunis, donc fourniture de nourriture ou de soins médicaux, ou favoriser le logement. Donc, on a une réduction d'impôt égale à 75% dans la limite de 1 000 €.
Et donc, ce plafond qui avait été porté à 1 000 € en 2020, à l'époque du Covid, pour une période 2020 ou 2023, a été prolongé pour la période 2023 à 2026. Et troisième type de réduction, pour les versements effectués entre septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine, pour la restauration du patrimoine immobilier religieux notamment. Ben, c'est simplement pour les communes qui sont pour des patrimoines religieux dans des communes inférieures à 10 000 habitants, qui ont moins de 10 000 habitants, ou dans certaines communes à 20 000 habitants, alors selon les conditions, notamment l'outre-mer, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un taux de réduction fixé à 75% au lieu de 66%. Donc, quand même une évolution importante, mais les versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an et ne sont pas pris en compte pour le plafond de 20% du revenu imposable affecté au versement. Donc, un petit coup de pouce au niveau du patrimoine. Alors, ça, c'était une nouveauté au niveau des dons. Au niveau de la réduction, des réductions IR-PME, ce qu'on appelle encore les réductions Madelin. Donc, on a eu une réécriture complète. Mais je dirais que le fond n'a pas changé, mais c'est simplement une réécriture de la loi qui permet un certain nombre d'aménagements, notamment sur les investissements éligibles, on a quand même pas mal de contentieux sur ces points-là. Et donc, il a semblé utile aux législateurs de réécrire cette partie-là. Alors, je vous rappelle que les investissements éligibles, c'est les souscriptions en numéraire et les souscriptions par le titre participatif, et la réduction, la réduction est égale à 18% du montant des sommes versées. Et donc, tout a été réécrit, notamment sur un point qui est important et sur lequel je désirerais attirer votre attention, qui est la problématique des holdings animatrices. C'est-à-dire que quand on verse directement à une société d'exploitation, ça pose pas de souci. La situation est beaucoup plus délicate souvent quand on fait appel à des holdings animatrices, ce qui est quand même un schéma relativement classique, mais qui vaut quand même pas mal de contentieux avec l'administration fiscale. Donc, le statut des holdings animatrices a été précisé par cette loi, et donc ça permet quand même de bénéficier de taux d'impôt de réduction d'impôt relativement importants, puisque le plafond est fixé à 50 000 € de la réduction d'impôt, est fixé à 50 000 € pour les célibataires et 100 000 € pour les personnes mariées ou liées par un PACS. C'est important, mais faites attention quand même toujours aux conditions. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui sont liées à l'exploitation, au statut de la société, et donc de pas d'ancienneté. Donc, il y a un certain nombre. On n'a pas le temps de tout détailler, mais faites bien attention à toutes ces problématiques de conditions, tant pour les sociétés d'exploitation directe que pour les sociétés holding. Donc, faites attention à ces points-là. Autre point, donc pour les souscriptions en capital de sociétés foncières solidaires, le taux de réduction d'impôt est maintenu à 25% jusqu'en 2025. Et pour les souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale, je vous rappelle, donc le taux de base est 18%. Le taux pour les entreprises d'utilité sociale jusqu'au 31 décembre, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025, le taux de réduction est fixé à 25%. Donc, un dispositif quand même important, et donc, mais assorti, comme je le disais tout de suite, de pas mal de conditions. Donc, faites bien attention à ces conditions. Donc, toujours dans la catégorie des réductions IR-PME, c'est pour le point particulier des jeunes entreprises innovantes. Aude, tout à l'heure, vous exposera quelques évolutions au niveau du statut de ces entreprises innovantes. Là, on parle simplement
des souscriptions en capital, hein. Donc, le bénéfice de la réduction IR est étendu sous condition aux investissements réalisés dans les jeunes entreprises innovantes directement ou par l'intermédiaire d'une holding animatrice, hein, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028. Le taux de cette réduction est fixé à 30%, voire à 50% dans certains cas, hein. Donc, quand vous avez, par exemple, une jeune entreprise innovante qui réalise au moins 30% de ses dépenses en dépenses de recherche, le taux est fixé à 50%. Donc, ça peut être quand même très, très significatif et très important en termes de réduction d'impôts. Alors, autre point au niveau des réductions des crédits d'impôt, là, c'est quelque chose d'un peu plus classique, hein, puisque ce crédit, on a un crédit d'impôt pour l'achat et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques. Alors, ce crédit d'impôt s'élève à 75% du montant des dépenses supportées sans pouvoir dépasser 500 euros. Bon, ce qui veut dire qu'en général, vos dépenses les dépasseront relativement aisément, hein. Donc, mais vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt par système de charge. Donc, ça veut dire que vous pouvez en avoir plusieurs à votre domicile si vous avez plusieurs véhicules électriques. Cependant, donc faites attention, à compter de cette date, donc le 1er janvier 2024, il est recentré sur les bornes de recharge électrique intelligentes ou pilotables, c'est-à-dire celles que vous pouvez gérer depuis votre smartphone, hein. Donc faites bien attention de ne pas avoir des recharges qui ne seraient pas intelligentes, sans vouloir dire qu'elles sont bêtes, mais qui n'offriraient pas le crédit d'impôt par rapport à ça, hein. Donc, autre point là qui concerne les impôts locaux. Alors, deux dispositifs qui ont été mis en place. Deux nouveaux dispositifs d'exonération de la taxe foncière et un dispositif d'exonération de la taxe d'habitation sur la THRS, c'est-à-dire la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, sur la partie déduction de la taxe financière, hein, de la taxe foncière, pardon. Premièrement, une exonération de taxes foncières pour les logements qui ont fait l'objet par le propriétaire de dépenses de prestations de rénovation énergétique applicables à partir du 1er janvier 2025. Alors, donc, les dépenses énergétiques peuvent avoir eu lieu en 2024, mais c'est en 2025 que vous pouvez en bénéficier de l'exonération. Alors, cette exonération de taxes foncières et quand même, ne vous réjouissez pas trop vite, puisque cette exonération de taxes foncières suppose que soit mis en place au niveau des communes ou des collectivités territoriales qui sont en charge de leur de la gestion de la taxe foncière, des dispositions visant à cette exonération, hein. Et les collectivités qui souhaitent l'appliquer devront délibérer en ce sens avant le 28 février 2025 pour le faire. Donc, c'est sous condition de ces délibérations que vous pourrez vous bénéficier de cette exonération. Alors, selon les cas, l'exonération peut être totale ou partielle, hein, entre 50 et 100%, et les logements qui peuvent bénéficier de cette exonération. Donc, c'est pour tous les travaux qui ont été faits, mais il faut que les logements soient achevés depuis plus de 10 ans et que vous ayez fait à minima 10 000 euros de frais à l'intérieur pour la première année et 15 000 euros par logement au cours des 3 années, des années précédant l'augmentation. Donc, il y a à la fois une condition qui porte sur le logement et une condition qui porte sur le montant des travaux. Et vous devez, en plus, cette exonération, elle est faite sous réserve que vous ayez adressé une déclaration au service des impôts, une demande d'exonération avec toutes les pièces justificatives, notamment relatives aux travaux qui vont bien. Et donc,
pour bénéficier de cette exonération à partir de 2025, vous aurez jusqu'au 31 mars 2025 pour faire ces démarches. Donc, c'est une exonération bienvenue, mais soumise à quand même pas mal également de conditions. Alors, deuxième mesure concernant la taxe foncière, c'est une exonération de taxe foncière pour les constructions de logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementaux supérieurs à ceux imposés par la législation, applicable à partir du 1er janvier 2024. C'est-à-dire que si vous achetez un logement neuf qui va au-delà des critères fixés actuellement en matière de construction de logements neufs, vous pouvez bénéficier d'une exonération de taxe foncière. Hein. Alors, deuxième, troisième, toujours nouveau dispositif concernant les impôts locaux, mais là qui concerne la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Hein. Je vous rappelle que la taxe d'habitation avait été supprimée pour les résidences principales, mais elle perdure pour ce qui est résidence secondaire. Donc, alors, il y a une possibilité pour les gens qui sont domiciliés hors de France de bénéficier pour leur résidence, qui était une résidence considérée comme secondaire s'ils habitaient hors de France et qui là reviennent sur leur résidence principale, de bénéficier d'une exonération de cette taxe d'habitation. C'est pareil, hein, c'est soumis à pas mal de conditions, notamment si c'est une opération de retour collective décidée par le gouvernement français. C'est-à-dire si vous rentrez à titre individuel, vous ne pourrez pas bénéficier de cette exonération. C'est seulement dans le cas d'un retour collectif. Donc, ce qui limite quand même pas mal les points. Hein. Alors, pardon. Alors, toujours quelques mesures qui concernent le patrimoine immobilier, où là, on a un peu plus de nouveautés, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les plus agréables. Donc, concernant les investissements immobiliers et les prêts, hein, donc sur la possibilité de bénéficier de PTZ, hein, les prêts à taux, c'est ce qu'on appelle les prêts à taux zéro. Le prêt pour les logements neufs ne pourra être octroyé que s'il est localisé dans un bâtiment d'habitation collectif, donc pas par exemple pour une maison, et qu'il est situé dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement. Donc, ce qui quand même limite quand même pas mal la possibilité de bénéficier de ces prêts à taux zéro, euh, mais qui ont quand même qui existent, mais qui quand même qui sont limités, notamment pour les logements neufs, à ces conditions que j'ai rappelées. Hein. Alors, autre prêt dont vous pouvez bénéficier dans certains cas, c'est ce qu'on appelle les prêts avance mutation, qui peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements. Et donc jusqu'en 31 décembre 2027, donc des adaptations visant à la fois à aider les primo-accédants, notamment dans certaines communes où le marché neuf est très élevé, et puis ces avances mutations. Donc, pas de révolution. En revanche, pour ce qui est des locations meublées, là, on a quand même des évolutions qui ne sont pas forcément euh, très favorables, notamment pour tout ce qui est les locations meublées non professionnelles, qui constituent quand même un secteur fiscal quand même relativement avantageux, mais qui commence à perdre un peu de son intérêt. Alors, pour ce qui est des locations meublées, d'une partie de la résidence principale, les personnes qui sous-louent en meublé une partie de leur habitation peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt. Donc, ce dispositif qu'on avait déjà continuera de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026, sous réserve quand même que les pièces louées composent une partie de l'habitation principale. Les pièces louées constituent la résidence principale du locataire.
ou sa résidence temporaire s'il a un contrat de travail saisonnier, et le loyer pratiqué est raisonnable. Alors c'est l'administration fiscale qui fixe un plafond annuel moyen par mètre carré et qui, sous condition, permet d'avoir ces exonérations, hein. Alors, en revanche, pour ce qui est des locations meublées et micro-BIC, ce qui concerne quand même tout ce qui est location meublée non professionnelle, hein, on a quelque chose qui vise quand même un peu à durcir le système, notamment pour ce qui est les locations meublées de tourisme, hein, type Airbnb, et on voit clairement quand même que euh, on a un durcissement du système qui vise à plus taxer ce type de location, hein. Alors, on a deux choses, hein. Jusqu'à présent, le taux d'abattement le- 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 pour les locations meublées classiques, on avait un seuil de chiffre d'affaires pour être micro BIC qui était 77 700 avec un taux d'abattement de 50%. Et pour les locations de meublés de tourisme, on avait un seuil de chiffre d'affaires qui était 188 700 euros avec un taux d'abattement de 71%, qui était quand même relativement élevé et important et favorable. Alors, la loi, la loi de finances a créé une troisième catégorie au sein de ces micro-BIC. Donc, le seuil du micro pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme est fixé à 15 000 euros. Donc, on passe de 188 700 à 15 000 euros, hein. Et donc, euh, on a également une modification des taux applicables. euh, Quand vous êtes au-dessus de 15 000 euros, ça veut dire que vous allez être au réel, hein. Et en dessous, ce qui était 71% passe à 30%, hein. C'est-à-dire que vous étiez auparavant taxé sur 29%, maintenant vous êtes taxé sur 70%. Donc, si vous voyez quand même un durcissement assez important de cette taxation Airbnb. Alors, il y a quelques points particuliers sur lesquels vous pouvez remonter, c'est-à-dire vous pouvez bénéficier de passer de 29% à 50% sous condition, mais donc on voit quand même quelque chose un durcissement assez important. Et troisième, toujours applicable aux particuliers, c'est tout ce qui est prime de transition énergétique, hein. On avait parlé les années précédentes des aides qui étaient apportées, bon, qui étaient quand même relativement compliquées et qui ne donnaient pas toute satisfaction. On a un nouveau système, donc sans condition de ressources, avec les possibilités de faire appel à des mandataires, mais avec des sanctions s'ils ne respectent pas les conditions. Donc quelque chose quelque, qui permet d'avoir un certain nombre d'aides, mais qui sont quand même relativement assorties de conditions, hein. Avec des sanctions qui sont quand même très sévères si vous ne respectez pas les points. Alors toujours dans la catégorie du patrimoine immobilier. Il y a un certain nombre de dispositifs, donc on va passer rapidement dessus parce qu'il y en a énormément. Il y a un certain nombre de dispositifs qui font l'objet de limitations dans le temps, mais qui sont périodiquement prorogés. Donc, par exemple, la réduction d'impôts accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs, les réductions d'impôts accordées au titre des investissements dans les résidences hôtelières ou à vocation sociale. Mais il y a aussi tout ce qui est mesures type alors, les noms des précédents ministres du logement, Périssol, Besson, Robien, Borloo, donc toutes ces réductions continuent d'exister et ont été prorogées, hein. Il y a aussi un point particulier qui est la prolongation du dispositif MIRAPI, donc qui est mieux reconstruire après inondation. Et donc, on avait un dispositif qui a été prolongé également de 3 à 5 ans selon les communes, mais qui vise en fait à aider les gens manifestement qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes par rapport à des inondations. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Et également, donc, une révision de la liste des personnes tenues d'accepter les chèques énergie comme mode de paiement. Donc, c'est quelque chose
d'assez spécifique, mais avec des conditions de ressources à ce niveau-là. Et toujours dans les mesures, dans les mesures fiscales qui concernent les particuliers, la création du plan d'épargne avenir climat. Alors, euh, ça veut dire que pour ça permet aux jeunes de moins de 21 ans qui résident en France de se constituer une épargne à long terme orientée vers le financement de l'économie productive et de la transition énergétique. Alors, donc une sorte de plan retraite, entre guillemets, plan retraite ou plan d'épargne en action destiné aux jeunes et donc euh, qui permet de bénéficier d'exonération jusqu'à l'âge de 30 ans, hein, pas 30 ans de durée du plan, mais jusqu'à l'âge de 30 ans du jeune qui devient adulte et qui permet d'avoir un certain nombre d'exonérations par rapport à ça. Mais ce dispositif est quand même, ça remplace d'une certaine façon le plan d'épargne retraite ou les PEA, puisque les jeunes n'ont plus la possibilité de faire ce type de d'avoir accès à ce type de produit. Donc c'est un plan particulier pour l'avenir et le climat. Autre nouveauté, toujours dans les dispositions spécifiques applicables aux particuliers, des nouveautés en matière de pacte Dutreil, hein. Donc, le pacte Dutreil, je vous rappelle, c'est celui qui permet d'avoir des transmissions d'entreprises avec des conditions fiscales particulières, donc avec un certain nombre de précisions au niveau de l'activité commerciale et toujours ce problème de holding animatrice, hein. Donc, l'éligibilité a été confirmée parce qu'il y a eu énormément de contentieux sur ce point et donc la possibilité de bénéficier des exonérations du trail dans le cas d'activité, dans le cas de holding animatrice, pour autant qu'elle ait une activité opérationnelle, hein, c'est toujours un peu le principe. Et donc, cette activité opérationnelle est vérifiée à la loupe par l'administration fiscale et on a des problématiques toujours de vérification de la véritable activité de ces sociétés. Toujours dans les mesures fiscales diverses, la donation ou la cession d'une entreprise individuelle est en principe soumise à des droits de mutation. Il existe en revanche des cas particuliers qui permettent de bénéficier d'un abattement de 500 000 euros au lieu de 300 000 euros à partir du moment où on fait une donation, par exemple, à ses enfants. Report d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée par l'apporteur. Je rappelle, c'est dans le cas des reports d'imposition, dans le cas où on a fait par exemple un apport à une nouvelle société, on a bénéficié de nouveaux titres, donc ce qui devrait être considéré comme étant une cession. Bon, il y a eu un certain nombre d'adaptations techniques qui permettent d'éviter à ces abattements de tomber, alors que l'événement normalement n'a pas créé de cash. Et puis, dernière mesure, alors ça c'est une mesure spécifique qui concerne les travailleurs indépendants. Donc jusqu'à présent, à la différence des salariés, donc les travailleurs indépendants cotisaient sur deux assiettes distinctes, hein. Ce n'était pas toujours très facile à s'y retrouver. Donc la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 aligne l'assiette des cotisations sur celle de la CSG-CRDS et donc vient créer une assiette unique. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant la fiscalité des particuliers. Donc pas de révolution, quelques évolutions, notamment sur les locations meublées et sur la retenue à la source. Et donc je laisse la parole de suite à Aude qui va vous présenter les mesures concernant les entreprises. Merci beaucoup Jean-Laurent. Bonjour à tous. Je m'appelle Aude Bouvet, je suis comme Jean-Laurent associé chez PKF Arcelon, expert comptable, commissaire aux comptes et donc comme il l'avait indiqué au démarrage, je suis moi basée à Rennes et donc j'en profite pour saluer les participants de la région Grand Ouest. Donc moi, je vais prendre allez, 15-20 minutes, je crois, avec vous pour vous présenter une dizaine de mesures qui sont issues de la loi de finances et qui concernent plus particulièrement les entreprises, puisque ce que Jean-Laurent vous a présenté précédemment concernait
les particuliers. Alors bien évidemment, la liste et la présentation qui va suivre n'est pas exhaustive, hein. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a jugé comme étant pour vous les mesures les plus impactantes. Donc je vous propose de démarrer. C'est Jean-Laurent qui me passe les slides. Et donc le 1er sujet important et dont on voulait évidemment, vous reparler, même si, rapidement, puisque comme c'est un peu, un marronnier depuis quelques années, je pense que tout le monde a bien en tête le sujet, c'est le sujet de la facturation électronique. Donc vous le savez, ce projet de facturation électronique avait été, initialement mis en place par une loi de finances, 2000, puis 2022, et la première étape, qui approchait, c'était, la première étape du 1er juillet 2024. Hem Et puis il y a eu un peu un coup de théâtre juste avant les vacances d'été. La DGFiP a annoncé, c'était le 28 juillet de mémoire, qu'il y aurait un report, de cette réforme facturation électronique, puisque les différents acteurs et notamment, le principal d'entre elles, les pouvoirs publics, n'étaient pas prêts. On a donc attendu dans la loi de finances les nouvelles, étapes, et donc elles ont été définies de la manière suivante. Ça apparaît sur votre écran. Il y a maintenant 2 dates, qui sont à avoir en tête, le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027. Donc désormais, il n'y a plus que 2 groupes. Le 1er septembre 2026, les grandes entreprises, les ETI et les groupes TVA seront dans l'obligation, d'émettre leurs factures sous format électronique. C'est ce qu'on appelle l'e-invoicing, et elles auront également l'obligation de transmettre des données de transactions, et de paiement, ce qu'on appelle l'e-reporting. Ce deuxième volet concernant en fait toutes les opérations qui sont pas concernées par l'e-invoicing, notamment celles qui sont, hors du champ de la TVA ou réalisées avec des particuliers. Donc ces grandes entreprises, ces ETI et ces groupes TVA seront dans l'obligation d'émettre à compter du 1er septembre 2026, ce qui veut donc dire que, par ricochet, toutes les entreprises françaises seront dans l'obligation d'être en capacité de recevoir ces factures à compter de cette date-là, du 1er septembre 2026. Alors, je vous rappelle rapidement ce que sont quand même les ETI et les grandes entreprises, parce qu'en fait, comme on met les ETI dans le premier bloc, ça veut dire évidemment que les seuils de déclenchement tombent, et effectivement, une ETI, elle est définie par des seuils qui sont pas si élevés que ça. Une ETI en France, c'est une entreprise qui, réalise un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, ou et qui, embauche plus de 250 salariés. Donc, si vous êtes dans cette catégorie-là, ETI, 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, sachant qu'évidemment les chiffres seront à apprécier au 31 décembre 2025, puisque la bascule se fait en 2026. Dans ces cas-là, vous êtes dans ce premier poste, dans ce premier bloc. Et pour toutes les autres entreprises, celles qui sont donc qualifiées de micro-entreprises ou de PME, l'obligation d'émission sera, elle, au 1er septembre 2027. Mais je rappelle que même les micro-entreprises et les PME seront dans l'obligation d'être en capacité de recevoir les facturations et les factures électroniques à compter du 1er septembre 2026. Donc voilà, ayez en tête ces 2 dates-là qui sont cruciales, qui normalement ne bougeront plus, puisqu'on peut imaginer que, on a gagné quand même près de, enfin gagné. On veut dire que la réforme a été décalée de près de 2 ans, donc normalement, il n'y a pas de raison que les pouvoirs publics ne soient pas prêts à ce moment-là. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à vous préparer dès maintenant à cette réforme, même si l'horizon temporel s'est un tout petit peu, dégagé. Travailler, ça veut dire quoi? Ça va dire, principalement, dans un premier temps, regarder vos bases de données clients et fournisseurs, s'assurer, que dans vos bases de données clients et fournisseurs, vous avez, toutes les informations, nécessaires, celles qui seront obligatoires et qui permettront justement aux plateformes par lesquelles transiteront tous les flux, de bien opérer le rattachement, et que vous avez cette capacité à catégoriser aussi vos clients et vos fournisseurs, savoir s'ils seront concernés par l'e-invoicing ou l'e-reporting. Voilà, j'en profite pour vous dire qu'on a une équipe dédiée chez PKF Arcilon qui évidemment peut vous accompagner, sur ces sujets, en amont, pour être prêt, le jour J. Donc voilà pour la facturation électronique. On est à votre disposition évidemment, hein, si vous avez de plus amples questions, mais je voulais surtout insister sur les 2 dates. L'autre point, que je peux considérer comme majeur de cette loi de finances qui, au final, on peut le dire, est quand même assez pauvre en termes de nouveautés, c'est évidemment, même si on le sentait venir, hein, l'aménagement, de la suppression de la CVAE. Vous le savez, on nous avait annoncé une suppression de la CVAE en 2024.
Et finalement, ce n'est plus le cas. La CVAE devrait bien disparaître et être supprimée, mais elle disparaîtra uniquement en 2027. Et donc, sa suppression est échelonnée sur 4 ans. Ça veut dire en fait qu'il va falloir tous les ans que vous regardiez les barèmes. On vous en tiendra informé évidemment via les événements qu'on organise, hein, les arrêtés des comptes, les lois de finances, puisque ça veut dire que le taux pour calculer la fameuse CVAE à partir de la valeur ajoutée bouge tous les ans pour disparaître en 2027. Ça veut dire aussi que le calcul du plafonnement à la valeur ajoutée, de manière un peu mécanique et arithmétique, bouge lui aussi tous les ans, de 2023 à 2027. Ça veut dire également que la taxe additionnelle, par ricochet, elle aussi bouge, hein. Vous savez que c'est un moyen d'assurer des ressources, notamment pour les CCI. Donc évidemment, puisque l'assiette CVAE se réduit, ben, la taxe additionnelle, elle augmente. C'est pas indolore, hein, puisque par exemple, la taxe additionnelle qui était à 3,46 en 2022, eh ben, elle double en 2023 pour passer à 6,92, de manière à assurer ben, une enveloppe de ressources identique pour les bénéficiaires. Et puis la cotisation minimale sur la valeur ajoutée va disparaître. Voilà, donc il y a pas mal de bouleversements, donc je ne peux que vous inciter, quand vous arrêtez vos comptes, bah, à reprendre un tout petit peu de temps pour vérifier les barèmes qui sont applicables en fonction de vos dates de clôture, puisque ça n'arrête pas de bouger et ça va continuer à bouger jusqu'en 2027. Merci Jean-Laurent d'être passé au slide suivant. Donc là, le sujet concerne les intégrations fiscales. Donc vous savez que l'intégration fiscale, c'est un dispositif fiscal qu'on met en place pour optimiser le résultat, le calcul du résultat fiscal, hein, du résultat imposable d'un groupe, sachant que ce groupe, c'est généralement une société holding et plusieurs filiales. Et surtout, ça permet d'optimiser la fiscalité qui s'applique sur les dividendes qui sont remontés par les exploitantes à la holding qui est la société mère. Bon, vous le savez également, pour mettre en place un groupe d'intégration fiscale, il y a un seuil de détention minimum qui s'impose et qui est un seuil à 95. Pour information, peut-être ne le saviez-vous pas, pour calculer ce taux de détention et pour vérifier qu'on respecte ce seuil de 95, on a le droit de ne pas tenir compte de l'actionnariat salarié, de le neutraliser dans la limite de 10 du capital. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une part du capital qui est constituée par des titres qui ont été distribués à des salariés via de nombreux dispositifs, hein, des PE, des AGA, etc., on ne prend pas en compte cet actionnariat salarié pour vérifier le respect du seuil de détention. On voit bien l'idée, hein, il s'agissait de ne pas créer de dispositifs qui n'incitent pas les entreprises à développer l'actionnariat salarié, de peur de ne plus respecter ce critère de 95. Bon. Et donc, historiquement, il était expliqué que l'actionnariat salarié était neutralisé pour le calcul du seuil de détention, pour vérifier qu'on respectait les 95, mais en revanche, qu'on arrêtait de neutraliser lorsque le salarié, le détenteur des titres, cédait ses titres ou n'avait plus de fonction dans la société. Vous comprenez bien, on distribue un certain nombre d'actions à un collaborateur X. Là, on a le droit de le neutraliser. Si X démissionne, quitte l'entreprise, bien évidemment, de facto, les titres distribués à X ne sont plus considérés comme de l'actionnariat salarié. Et donc, ça rebascule dans la table de CAPI à considérer pour voir si on respecte les 95. Et donc, en gros, la loi de finances apporte un aménagement assez mineur, mais qui peut quand même être impactant. Elle dit quoi? Elle dit que si le salarié quitte la société, mais en fait rejoint une autre société du groupe qui est également dans le périmètre du plan d'attribution des actions, dans ces cas-là, même si le rattachement n'est pas exactement le bon, si je puis dire, à l'entité juridique près, on continue à neutraliser l'actionnariat salarié. Voilà. Donc, le petit aménagement porte en fait sur les cas de mobilité interne au sein d'un groupe pour des salariés qui quitteraient l'entreprise qui a mis en place un plan si jamais la société vers laquelle va ce salarié est également dans le périmètre du plan. Voilà. Aménagement à avoir en tête, mais sans doute pas tant que ça de cas pratiques. Le slide suivant est intéressant, et très intéressant parce que, on est quand même sur des modifications de seuil qui sont, je trouve, très impactantes. Donc vous savez qu'il existe depuis quelques années, une obligation pour des groupes de documenter leur politique de prix de transfert.
le seuil historique avait été fixé à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et ce seuil a été, réduit et réduit de manière vraiment significative, hein, puisque maintenant, l'obligation porte sur les groupes qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. On l'a quand même divisé par près de 2,5 et ce nouveau seuil évidemment s'applique à compter du 1er janvier 2024. Donc attention pour tous ceux qui sont concernés et qui participent évidemment à ce webinaire. Vous êtes peut-être, concernés puisque vous êtes peut-être sur un chiffre d'affaires qui était en dessous des 400 mais qui est supérieur aux 150 millions. Sachez que il faut, dans ce cas-là, s'atteler, à ce travail de rédaction de la politique de prix de transfert très rapidement, puisque en cas de contrôle fiscal, si, l'inspecteur vous demande de produire, votre politique de prix de transfert, vous avez 30 jours pour, la lui remettre et si dans les 30 jours, vous ne l'avez pas remise, à l'occasion de ce contrôle fiscal, il existe une amende qui est minimale, qui s'applique de manière automatique, qui historiquement était de 10 000 € et qui là a été portée à 50 000 €. Voilà, donc désormais, en cas de contrôle fiscal, si vous êtes dans ce nouveau périmètre, vous avez 30 jours et pas un de plus pour produire votre documentation, sinon l'amende minimale, c'est 50 000 € ou 5 du montant des transactions concernées, mais minimal 50 000 €. Donc voilà, ayez en tête ce point, et donc lancez éventuellement le chantier très rapidement si vous êtes concerné. Autre point aussi très important, c'est la question de l'opposabilité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si jamais lors du contrôle fiscal, vous avez produit votre politique de prix de transfert, mais que le contrôleur fiscal constate une divergence entre ce qui est écrit dans la documentation et ce qui est réellement appliqué, entre la méthode et le réel, il est considéré que la divergence constitue forcément un transfert indirect de bénéfices à l'étranger. Voilà. Donc évidemment, deuxième conseil, si vous mettez en place une politique de prix de transfert, et si vous la documentez, il est indispensable que la documentation soit strictement suivie des faits ou si la pratique, s'éloigne un petit peu de la documentation, de mettre à jour la documentation. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre écart entre ce que vous écrivez et ce que vous faites. Voilà. Et puis un dernier petit point, alors que je me permets de vous citer, alors qui peut être aussi quand même un petit peu impactant, il s'agit du transfert d'actifs incorporels. Il peut arriver dans le cas d'une réorganisation, restructuration, qu'il y ait des actifs, incorporels, qui soient, transférés d'une société, à une autre, au sein d'un groupe. On pense évidemment à des fonds de commerce, à des licences, à des marques et cetera. Bon. Il existe une catégorie qui a été, définie comme ça par l'administration fiscale qui s'appelle les actifs incorporels difficiles à évaluer. Donc on est typiquement dans le cadre de, une marque ou un fonds de commerce, pour lequel il y a un moment, il faut bien lui donner une valeur, pour calculer les différents impacts, notamment comptables et fiscaux, d'un transfert de cet actif d'une société à une autre. Mais effectivement, la valorisation est un exercice un petit peu délicat, puisqu'elle se base sur des projections de cash flow, sur des hypothèses de valo qui sont quand même très incertaines. Ça peut être le cas, par exemple, en cas de démarrage évidemment d'une activité où on est venu caler des prévisions qui évidemment, restent quand même assez hypothétiques. Ayez en tête que, en cas de contrôle, l'administration peut revenir jusqu'à 6 années en arrière. Donc c'est-à-dire que l'administration pourra, en 2030, regarder sur la base de quelle, heu, méthode de valorisation s'est faite une valorisation d'actifs incorporels en 2025, et pourra, en appui sur ce qu'elle constate en 2030, remettre en cause la valorisation qui a été faite en 2025. C'est donc le fameux droit délai de reprise et donc il est étendu à 6 ans pour ces catégories d'actifs incorporels. Donc là encore, zone de risque, à bien appréhender. Voilà pour ces sujets de prix de transfert. On peut passer à la slide suivante. Alors pour information, là on est quand même sur des plus gros groupes, mais peut-être certains d'entre vous, sont concernés. Sont concernés par ce slide les groupes qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros. Je crois qu'il y en a à peu près 10 000 qui ont été référencés, ne serait-ce qu'en Europe et donc la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'on est venu transposer, une directive européenne qui vise à lutter contre, bah, là encore, ces transferts de résultats, d'une société à une autre avec, la volonté, pour des groupes de venir optimiser le calcul de leur IS. Et donc là, il est mis en place pour ces groupes de plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, une imposition minimale qui est fixée à 15
Donc comment ça marche? Très schématiquement, on va prendre, les agrégats, consolidés, du groupe, dès lors qu'ils dépassent ce seuil. On va regarder, l'impôt société qui figure en bas du compte de résultat consolidé, ce qui ressort dans une taxe proof. On va vérifier que cet impôt société global, groupe, issu des comptes conso, il s'élève au moins à 15. Et si ça n'est pas le cas, et ben, en fait, l'État français sera habilité à venir positionner un impôt national complémentaire qui viendra se rajouter à l'IS tel qu'on connaît aujourd'hui et qui permettra, avec cette deuxième couche, d'arriver au global, à un impôt groupe minimum de 15. Voilà. Donc sujet assez intéressant, et donc qui se met en place, là, à compter de 2024. Voilà pour les sujets d'impôts. Ah oui, je voulais vous dire quelques mots également sur les JEI. Donc les JEI, vous le savez peut-être, c'est ce qu'on appelle les JEI, c'est donc Jeunes Entreprises Innovantes. C'est un statut qui existe pour des sociétés qui sont très majoritairement, mais pas que, des startups, et qui est un statut qui est très intéressant. Alors historiquement, fiscalement, on va le voir, mais surtout, au niveau des charges sociales. Donc pour être GUI, en fait, il y avait 5 critères, qui historiquement devaient être respectés. Premier critère, il fallait d'abord que la société soit, PME, c'est-à-dire, d'après les critères qui sont définis, qu'elle ne fasse pas un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. On en a parlé tout à l'heure pour, la facturation électronique, ou qu'elle ne salarie pas plus de 250 salariés. Donc voilà, il fallait qu'elle soit sous ces 2 seuils, 50 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés. On avait donc beaucoup de startups qui respectaient ce premier critère, un critère de taille. Deuxième critère, d'âge. Il fallait que la structure ait été créée depuis moins de 8 ans. Troisième critère, c'est un critère d'actionnariat. Il fallait que le capital soit, je la fais un petit peu simple, détenu à plus de 50 par des personnes physiques ou par d'autres JI, et cetera. Mais globalement, il y avait un critère qui était celui de l'actionnariat. 4, il fallait que cette structure, pour être qualifiée de GUI, ne soit pas issue d'une reprise d'activité existante, d'une restructuration, d'une extension, voilà, en quelque sorte qu'elle soit créée, en partant d'une page blanche, si je peux le dire ainsi. Donc ça, c'était les 4 premiers critères. Et le cinquième, il fallait que, la société soit donc innovante, et cette innovation, elle était caractérisée par des dépenses de R&D qui devaient représenter plus de 15 des charges déductibles de l'exercice. Ou alors, il fallait qu'elle soit détenue à plus de 10 par des étudiants-chercheurs. Mais voilà, il y avait ce ratio de 15 de charges déductibles, qui était à respecter pour pouvoir être qualifié de GEI. Et donc, il y a 2 évolutions sur lesquelles dont je voulais vous parler. La première, c'est que ce critère de 15 évolue un tout petit peu. Hem, il y a une nouvelle catégorie de JEI qui a été créée, qui s'appelle les jeunes entreprises innovantes de croissance, et ces jeunes entreprises innovantes de croissance, les JEIC, celles-ci, elles pourront avoir des dépenses de R&D qui ne sont pas de 15 minimum, mais qui sont de 5 minimum. Donc on abaisse l'exigence, mais il faudra en complément, sinon ce serait trop simple, qu'elle respecte, qu'elle satisfasse, des indicateurs de performance économique. Je ne vous cache pas que ce point-là n'a pas encore été défini. Mais vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est de soutenir des jeunes entreprises qui n'ont peut-être pas, une assiette techno extrêmement, forte, donc qui n'engagent pas des dépenses de R&D, qui représentent plus de 15 de leur charge déductible, mais qui ont un potentiel de croissance très important, et donc dans ces cas-là, elles pourront rentrer dans cette catégorie de la JEIC. Donc à suivre, puisqu'on attend toujours, la sortie et la définition de ces indicateurs de performance économique, et j'allais dire presque surtout, mais également pour toutes les JEI qui sont créées à partir de cette année, 2024, point important, il est mis fin à l'exonération temporaire d'IS. Je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, le statut de JEI, il est très intéressant. Il y avait des exonérations temporaires sur l'IS, donc celles-ci vont disparaître. En revanche, on va conserver les autres allègements fiscaux, donc ça, c'est les impôts locaux, c'est un petit peu moins intéressant, et surtout les allègements sociaux qui, eux, sont très, très, très importants et qui permettent en gros de salarier, des cadres, et au lieu d'avoir un taux de charge sociale de l'ordre de 40-45, avoir un taux de charge sociale qui est plutôt autour de 18-20.
Donc l'avantage JEI, il est surtout là et celui-ci, il reste. Voilà pour le JEI. Quelques mots, alors là on revient sur l'IS. Vous le savez peut-être, il existait un taux réduit d'IS qui s'appliquait et qui venait s'appliquer sur les plus-values qui étaient dégagées lorsqu'on réalisait des ventes immobilières qui concernaient des locaux, sachant que ces locaux étaient des locaux qui avaient vocation à être transformés ensuite en logements. L'idée, c'était de créer une dynamique pour la conversion d'immobilier, j'allais dire, d'entreprise en logement, en résidentiel. Voilà. Donc, ce dispositif, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, ça, c'est la première information. Donc, on conservera un taux réduit d'IS. Et il y a un deuxième aménagement qui est introduit par la loi de finances, qui est que lorsque ces locaux étaient achetés, évidemment, la transformation, ne se faisait pas de manière immédiate. Donc il y avait un délai qui était accordé, pour, engager cette opération de conversion, pour tenir compte aussi, hein, des délais, des différentes autorisations. Et donc là, le délai, il est étendu. Il était avant de 4 ans, il passe à 6 ans. Et il concerne évidemment les surfaces qui vont être transformées en habitations, mais qui sont des surfaces significatives, en prise au sol supérieure à 20 000 m². Voilà, donc là, on parle vraiment de bâtiments ou d'ensemble de bâtiments, mais voilà, sachant que, le délai est étendu. Voilà le sujet. Là, on bascule dans une petite section avec, des aménagements fiscaux, en fait, qui tournent globalement autour des modes de transport. Donc on a quelques slides là-dessus. Vous le savez peut-être, il y avait une réduction d'impôts qui avait été mise en place au bénéfice des entreprises qui achetaient ou qui louaient. Alors la location, c'était pour 3 années minimum, une flotte de vélos pour les mettre à disposition de leurs salariés pour faciliter leur déplacement domicile-lieu de travail. Et donc pour, évidemment créer une incitation pour les entreprises, il y avait donc une réduction d'impôt vélo et elle se calcule dans une limite de 25 du coût engagé par l'entreprise pour mettre en place, cette flotte de vélos. Donc 25 c'est soit le prix d'achat, soit le prix de location, selon qu'on est, propriétaire évidemment, ou locataire. Et donc cette réduction d'impôt, elle est prolongée. Elle devait s'arrêter fin 2024. Elle est prolongée pour information, jusqu'à fin 2027. Toujours un peu dans le même état d'esprit, hein, vous le voyez bien, de toute façon, il y a un aspect, verdissement qui est très net, hein, dans cette loi de finances. Il y a donc de nombreuses aides qui ont été mises en place pour inciter, les entreprises et les particuliers à acheter des véhicules propres. Donc j'en cite 2 qui concernent les entreprises. Donc concerne les entreprises, c'est le bonus écologique et la prime à la conversion. Donc le bonus écologique, vous le savez, c'est un bonus dont bénéficie l'entreprise si elle achète ou elle loue des voitures neuves ou des camionnettes neuves, 100 électriques ou hydrogène. L'aménagement de cette loi de finances, c'est que ce bonus écologique, il est toujours versé pour l'achat de véhicules électriques ou hydrogène, sous réserve du respect d'un score environnemental. Donc là, il faut s'accrocher un petit peu. L'idée, en fait, c'est d'éviter des situations, qui étaient effectivement un peu ubuesques, où il y avait, des aides qui étaient données à des entreprises qui achetaient des voitures électriques, mais ces voitures électriques étaient, globalement, produites à l'autre bout du monde et donc il y avait une empreinte carbone monstrueuse liée à l'acheminement de ces véhicules jusqu'au territoire français. Donc là, maintenant, on essaie de couvrir ça par un scoring et donc ce score environnemental, globalement, il va, prendre en compte la nature et l'origine des matériaux qui sont utilisés pour produire, ces véhicules électriques ou hydrogène. Il prendra en compte évidemment le lieu de fabrication de ces véhicules et il prendra en compte enfin l'empreinte écologique liée à l'acheminement entre le lieu de production et l'endroit où va se réaliser la vente. Et donc, sous réserve que le scoring environnemental soit jugé satisfaisant, le bonus écologique pourra bénéficier aux entreprises qui investissent dans cette flotte de véhicules électriques ou hydrogène. Premier point. Le deuxième point, c'est la fameuse prime à la conversion.
je m'excuse Jean-Laurent. Et donc la prime à la conversion, c'est quoi? C'est une aide qui est donnée jusqu'à 2 500 € de mémoire pour qu'une entreprise convertisse une flotte de véhicules anciens en une flotte de véhicules plus récents, idéalement, évidemment, électriques ou hydrogène. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, ça c'est le point important, c'est que les 2 premières mesures, le bonus écologique et la prime à la conversion, sont des aides qui sont cumulables pour les entreprises. Vous pouvez vous pouvez aller chercher ces 2 aides. Évidemment, il faut que la conversion se fasse au bénéfice de véhicules électriques ou hydrogène. Et puis, on vous l'a cité quand même, il y a un bonus vélo qui existe, qui celui-ci concerne les particuliers sous condition de ressources. C'est en fonction en fait du revenu fiscal de référence. Et donc, il y a une aide qui peut être donnée aux particuliers, peut-être le leur rappeler, pour l'acquisition d'un vélo. Et donc, l'aide, en fonction du revenu et en fonction de la typologie de vélo, elle part de 150 € pour un vélo traditionnel jusqu'à 2 000 € pour un vélo cargo pour un foyer fiscal au revenu faible. Vélo cargo électrique, évidemment. Donc, voilà pour les aides pour l'acquisition de véhicules propres. Ah oui, un petit sujet et je crois que ce sera peut-être mon dernier sujet, peut-être. Ça concerne alors vous savez, c'est aussi un marronnier, il y a un travail qui a été engagé de révision des valeurs locatives pour les locaux professionnels. L'actualisation, on en parle depuis déjà quelques années, hein. Elle a été réalisée en 2022. Pour information, elle ne sera utilisée pour établir les bases d'imposition uniquement en 2026. Voilà, donc ça nous laisse un petit peu de temps, mais ayez en tête que cette fameuse actualisation, révision des valeurs locatives, en fait, ce sera pas, vous la constaterez pas dès 2024, ce sera pour 2026. Voilà pour moi. J'espère avoir été claire. Je vais toujours très vite, mais si nécessaire, vous aurez mes coordonnées, je pense en fin de présentation. Je serai à votre disposition pour vous en dire un petit peu plus sur des mesures sur lesquelles je suis peut-être passé un petit peu rapidement. Voilà, je repasse la main à Jean-Laurent. Merci à vous. Alors, quelques mots sur le contrôle fiscal. Merci Aude. Quelques mots sur le contrôle fiscal et sur les modifications, l'évolution et un peu le durcissement qu'on peut constater encore. Alors, une petite mesure, bon, je dirais que c'est simplement pour le côté un peu anecdotique, hein. Donc, la loi de finances de 2020 avait lancé une expérimentation pour une durée de 3 ans qui autorisait le fisc et les douanes à utiliser les, les moyens de traitement informatisés et automatisés pour vérifier, par exemple, l'état de vos comptes Facebook ou des choses comme ça, c'est-à-dire pour voir si les gens, si les revenus des gens correspondaient à leur train de vie. Et donc, cette expérimentation est prolongée pour une durée de 2 ans. Donc, faites attention à vos comptes Facebook. Une peine complémentaire, pardon, excusez-moi, donc la loi a créé une peine complémentaire de privation temporaire du droit à l'octroi de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt sur le revenu applicable dans le cas de certaines infractions, hein, c'est-à-dire qu'il y a une pénalisation en plus supplémentaire et vous ne pouvez pas bénéficier de crédit ou de réduction d'impôt. Troisième mesure qui vise toujours dans le durcissement de la loi, hein, c'est la création d'un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale. C'est plus simplement la complicité, c'est un délit de mise à disposition d'instruments, hein. Donc la mise à disposition gratuitement ou à titre onéreux d'un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement des impôts est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement maximum et de 250 000 € d'amende. Donc vous voyez des peines quand même assez lourdes pour ce genre d'activité, je dirais non seulement de complicité, mais de mise à disposition pour éluder le paiement des impôts. Troisième, c'était tout. Ah oui, pardon. Euh, voilà. Et donc, quatrième point, toujours en contrôle fiscal, c'est la possibilité d'extension des pouvoirs d'investigation et de communication, et notamment de faciliter les liens entre les différentes administrations, que ce soit les administrations sociales, fiscales,
pour rechercher ou constater des délits d'incitation à la fraude fiscale, à la fraude sociale et facilitation à la fraude sociale, ce qui fait donc la possibilité d'avoir des liens entre l'administration fiscale et l'URSSAF, par exemple, pour ces problèmes-là. Et donc, ça constitue une transition toute trouvée pour passer la parole à Valérie, qui, de Dijon, va nous parler des différentes mesures sociales qui peuvent nous intéresser. Merci Jean-Laurent. Donc, je suis Valérie Pasquier, je suis associée Paye et Social et je suis ravie de vous présenter les mesures sociales. Nous allons commencer par une nouvelle règle qui n'est pas issue de la loi de finances, mais qui agite fortement les sphères paye, sociale, RH, voire comptable. Il s'agit des nouvelles règles d'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie ou les accidents de travail. La Cour de cassation, par une série d'arrêts du 13 septembre 2023, a mis en conformité le droit français avec le droit européen en matière d'acquisition de congés payés en cas de suspension de contrat de travail. Donc, cette Cour de cassation a reconnu que désormais, même pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, les salariés acquièrent et accumulent des droits à congés. La Cour de cassation est également revenue sur un principe. Jusqu'à présent, les salariés en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle pouvaient acquérir des congés durant la première année d'absence. Passé ce délai d'1 an, les arrêts de travail ne permettaient plus aux salariés d'acquérir des jours de congé. Cette limitation de durée, jugée non conforme au droit européen par la Cour de cassation, n'est aujourd'hui plus applicable. Ainsi, désormais, les salariés absents pour accident de travail, maladie professionnelle continueront d'acquérir des congés au-delà de la première année d'arrêt de travail, et ce sans aucune limitation de durée. Ces décisions s'appliquent à l'ensemble des droits à congés d'origine légale, ainsi que les congés légaux supplémentaires. Là, je parle essentiellement des congés pour enfants en charge dans certaines conditions, mais elles concernent également l'acquisition des congés conventionnels. On peut retrouver dans certaines conventions collectives des congés pour ancienneté notamment. Ces jurisprudences sont lourdes de conséquences pour les employeurs, mais étaient attendues depuis environ 10 ans, puisque ça fait 10 ans que le droit européen et que la Cour de cassation alertent sur ce sujet. Donc là, ça y est, depuis le 13 septembre, la jurisprudence est applicable. Attention, certaines conventions collectives peuvent prévoir des règles plus favorables que la loi. On voit des conventions collectives qui maintiennent l'acquisition des congés pendant, par exemple, le premier mois d'arrêt de travail. Donc, les impacts peuvent être différents suivant vos conventions collectives. Les règles, ces nouvelles règles s'appliquent depuis le 13 septembre. Donc, les logiciels de paie se sont mis en adéquation et en conformité par rapport à cette acquisition. La question se pose pour les droits antérieurs au 13 septembre. La jurisprudence produisant ses effets sur le passé, tout salarié rencontré des périodes de maladie, d'accident de travail, pourrait revendiquer et se faire indemniser des congés non acquis pour des périodes d'absence. Une incertitude demeure sur ce délai de prescription. Normalement, l'indemnité de congé payé se prescrit par 3 ans, comme du salaire. Cependant, la Cour de cassation précise que le délai de prescription commence à courir que si l'employeur a accompli les diligences qui lui incombent légalement, afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer son droit à congé. Ce qui en résulte qu'en matière de prescription, elle ne commence qu'à partir du moment où le salarié a connaissance de sa possibilité de prendre ses congés. Le doyen de la Cour de cassation a ainsi revendiqué la possibilité de repartir en termes de prescription jusqu'au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui a donné force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux sociaux de l'Union européenne. Donc là, on sait que 2 questions ont été posées au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation mi-décembre. Nous attendons par conséquent le retour du Conseil constitutionnel qui devrait intervenir avant mi-mars. Cependant, je tiens à vous alerter que nous avons eu un
un jugement, la Cour d'appel de Caen du 11 janvier 2024, donc voilà, c'était hier, qui a fait droit à la demande de rappel de CP, de congés payés, pardon, sur des périodes d'arrêt maladie allant de janvier 2013 à janvier 2016. Et est parti du principe que le salarié n'avait pas été informé de son droit et par conséquent a donné droit à la demande du salarié. Donc vigilance sur ce point. Nous attendons des informations sur surtout la prescription, parce qu'en termes d'acquisition, tout est bien calé à ce niveau-là. Nous allons parler maintenant des aides en alternance. Il ne s'agit pas d'une nouveauté, hein, il s'agit juste d'une prolongation de quelque chose d'existant. Là, je suis en train de vous parler des aides de 6 000 € maximum pour la signature d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. Le contrat doit être conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Lorsque nous parlons de contrat d'apprentissage, l'aide est accordée pour tout apprenti préparant un diplôme allant du CAP au master. Aucune notion d'âge n'est nécessaire. Contrairement au contrat de professionnalisation où il faut que l'alternant ait moins de 30 ans à la date de signature. L'aide de 6 000 € est accordée à toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Cependant, nous rencontrons les conditions de seuil d'alternant pour bénéficier de l'aide pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc rien de changé sur ce sujet concernant l'aide, à part qu'elle a été prolongée. Prolongation aussi des mesures exceptionnelles issues de la loi pouvoir d'achat, c'est le slide d'après, Jean-Laurent, en ce qui concerne les frais domicile lieu de travail. Juste pour rappel, nous avons 3 dispositifs concernant les frais de transport domicile lieu de travail. Dans un premier temps, il y a la prise en charge partielle ou totale des frais d'abonnement au transport public et au service de location de vélo. Cette prise en charge est obligatoire et est au minimum de 50% et au maximum de 75% pour bénéficier de l'exonération. Ensuite, nous retrouvons un deuxième dispositif qui est la prime transport. Là, il s'agit d'un dispositif facultatif qui permet à l'employeur de prendre en charge des frais de carburant ou des frais d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides payés par le salarié dans le cadre de ses trajets domicile-lieu de travail. Et le troisième dispositif est le forfait mobilité durable. Il s'agit toujours d'un dispositif facultatif qui permet à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement domicile-lieu de travail des salariés qui réalisent leur trajet via des moyens de locomotion dits propres. Nous sommes sur le vélo, le covoiturage, l'autopartage. Donc la loi de finances 2024 a prorogé ces aides pour 2024. Donc le tableau là, je vous le présente en quelques minutes, mais vous l'aurez dans les supports. En gros, nous pouvons cumuler les différents dispositifs d'aide, et à savoir par exemple que le cumul de la prime transport et du frais de mobilité durable est exonéré dans la limite de 700 € pour 2024. À partir de 2025, nous aurons un petit changement. Ensuite, nous allons passer sur une autre proposition, un autre dispositif, c'est la proposition d'un CDI après un CDI. CDI, contrat à durée indéterminée, après un CDD, contrat à durée déterminée. Donc, avant la loi marché du travail, il n'y avait pas de formalisme particulier lorsque l'employeur souhaitait proposer à un salarié un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée. La loi marché du travail a introduit dans le Code du travail une nouvelle procédure qui s'applique partiellement à compter du 1er janvier 2024. Donc, dans quelle situation la procédure va s'appliquer? Eh bien, lorsque l'employeur propose au salarié en CDD que la relation de travail se poursuive après l'échéance du contrat à durée déterminée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper, attention, le même emploi ou un emploi similaire, pour que la rémunération soit au moins équivalente à la rémunération en CDD, que la durée de travail soit au moins équivalente de la durée de travail en CDD, et que leur salarié relève de la même classification et sans aucun changement de lieu de travail. Donc, les mêmes règles s'appliquent aussi pour les salariés qui sont en intérimaire. Donc, une fois quand vous remplissez ces conditions, en quoi consiste cette nouvelle procédure? L'employeur a une double obligation d'information. Une obligation de notifier par écrit au salarié la proposition du CDI, donc lettre recommandée, lettre mise en main propre, tout moyen de preuve justifiant date certaine de la proposition. Et il doit aussi informer France Travail. Donc France Travail, c'est l'ex-Pôle emploi. On a changé de nom depuis le 1er janvier 2024. Donc obligation d'informer France Travail en cas de refus du salarié en justifiant le caractère similaire de l'emploi proposé. Donc, que se passe-t-il
si le salarié refuse ce CDI. Eh bien, s'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à 2 reprises au cours des 12 mois précédents la proposition de CDI pour un poste identique ou similaire, le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage lui sera refusé. Il existe 2 particularités, hein, 2 exceptions comme d'habitude, on a toujours une règle et les exceptions, pardon. 2 exceptions sont prévues si le salarié a été employé dans le cadre d'un CDI au cours des 12 mois précédents et si la dernière proposition CDI adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Dans ces 2 possibilités, eh bien, le salarié aura éventuellement de l'allocation d'assurance chômage. Juste un point, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais lorsqu'un employeur propose un CDI à l'issue d'un CDD, l'employeur peut être exonéré de la prime de précarité si on est dans une proposition dans des conditions similaires et surtout si le CDI se fait immédiatement après le CDD. Voilà, en ce qui concerne la proposition de CDI après un CDD, nous allons passer aux frais professionnels, ou plutôt à l'abattement pour frais professionnels. Dans certains secteurs d'activité et pour certaines professions, il est possible d'appliquer une déduction forfaitaire pour frais professionnels dans le calcul des cotisations sociales, dans la limite de 7 600 € par an et par salarié. Eh bien, au titre de 2024, ces déductions forfaitaires est réduite. Elle passe de 10 à 9% pour les ouvriers travaillant sur les chantiers dans le secteur du bâtiment, de 6 à 5% pour les ouvriers travaillant dans les chantiers de la propreté de bâtiments, et elle passe de 30 à 29% 28, pardon, pour les 28% pour les négociateurs immobiliers VRP. Cette déduction spécifique n'est applicable qu'aux salariés supportant des frais professionnels effectivement engagés pour le compte de son employeur. Une dérogation spécifique s'applique pour ces 3 secteurs évoqués. En effet, les salariés peuvent continuer d'appliquer la déduction forfaitaire à partir du 1er janvier 2024, même s'ils n'engagent pas réellement de frais professionnels en contrepartie. Il y a une baisse progressive de la déduction, et ce, jusqu'à la suppression définitive de cette déduction. Un petit point d'attention pour les entreprises qui sont concernées par ce sujet. Il s'agit, non, Jean-Laurent peut revenir, on est sur la déduction. Il s'agit de bien être en possession du document en cas de contrôle URSSAF, du document permettant de justifier que vous avez informé le salarié et que celui-ci a accepté ou a refusé ces déductions. Si vous n'êtes pas en capacité de fournir ce document lors d'un contrôle URSSAF, le contrôleur pourra remettre en cause cet abattement pour frais professionnels. Un petit point concernant ensuite le partage de la valeur. Pour rappel, hein, la loi partage de la valeur dans les entreprises de plus de 50 salariés a créé une nouvelle obligation de négocier sur la définition et le partage d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal pour les entreprises de plus de 50. Donc, on souhaitait vous faire un petit focus là-dessus, étant donné que les entreprises qui sont déjà couvertes par un accord d'intéressement ou de participation à la date d'entrée en vigueur de la loi de partage de la valeur, c'est au 29 novembre 2023, devront engager les négociations d'ici le 30 juin 2024 pour définir ce qu'est une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et surtout les modalités de partage entre les salariés. Voilà, c'était juste un petit rappel. Attention, si vous êtes concerné, 30 juin 2024, une deadline pour vous. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 apporte un certain nombre de correctifs aux dispositions issues de la réforme des retraites de 2023. Au menu, accès au dispositif de certains mandataires sociaux, l'exclusion des pré-retraités et la correction d'une incohérence qui empêchait de fait aux salariés de bénéficier de la retraite progressive dès l'âge auquel la loi le permettait. Nous allons simplement vous parler de la possibilité pour les mandataires sociaux de rentrer dans le champ d'application de la retraite progressive. La retraite progressive, hein, je vous rappelle, c'est la possibilité de conserver une activité à temps partiel ou à temps réduit tout en demandant la liquidation provisoire d'une partie de sa pension retraite. Donc, à partir du moment où vous avez accédé à l'âge de 62 ans,
Et oui, 62 ans, quand l'âge légal sera porté à 64 ans. Donc là, je parle des salariés qui sont nés à partir du 1er septembre 1961. À partir du moment où vous aurez accédé à cet âge de 62 ans, vous serez en capacité, si vous le souhaitez bien sûr, de demander une retraite progressive. Les mandataires sociaux étaient un peu oubliés, les choses ont été remises dans le droit chemin et maintenant, même un mandataire social peut partir en retraite progressive. Un petit point sur les indemnités journalières d'interruption médicale de grossesse. L'interruption médicale de grossesse peut intervenir à tout moment de la grossesse, hein, et lorsqu'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale remplissait les conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières, il était appliqué un délai de carence de 3 jours lorsqu'il y avait un arrêt de travail pour interruption médicale de grossesse. Eh bien, ce délai de carence de 3 jours a été supprimé par la loi de financement de la sécurité sociale. Je vous rappelle que le délai de carence de 3 jours correspond au délai durant lequel l'assuré ne perçoit pas d'indemnité journalière. Donc, la loi de financement de la sécurité sociale a supprimé ce délai de carence. Donc maintenant, les salariés qui sont en arrêt de travail pour interruption médicale de grossesse peuvent bénéficier des indemnités journalières dès le premier jour. Cette mesure est applicable dès les arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2024 et il s'applique aussi également aux interruptions spontanées de grossesse. Alors il y a un point qui nous embête un peu, si on revient 2 secondes. On a une question de confidentialité parce que le médecin qui prescrit un arrêt de travail qui sera indemnisé par la sécurité sociale dès le premier jour d'activité sous forme d'un formulaire spécifique papier, avis d'arrêt de travail initial sans carence, il y a un problème de confidentialité sur l'interruption spontanée de la grossesse. Un autre point concernant cette interruption, les salariés bénéficient d'une protection du contrat de travail depuis le 9 juillet 2023 pendant un délai de 10 semaines, suivant l'interruption spontanée de grossesse, chose qui n'était pas auparavant en place. Et je finis rapidement, parce qu'on a un petit peu de retard, je finis rapidement sur les arrêts de travail prescrits par télémédecine. Donc la télémédecine, c'est une forme de pratique médicale à distance, utilisant des technologies et de l'information qui met en relation le professionnel médical avec le patient. La loi de finances de la sécurité sociale vient limiter la durée de l'arrêt de travail prescrit lors d'un acte de télémédecine. En effet, la prescription ou le renouvellement d'ailleurs d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de 3 jours, ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée de l'arrêt initial en cas de renouvellement. Cela veut dire que à partir du moment où un arrêt de travail est prescrit, même par méconnaissance des nouvelles dispositions, le salarié ne sera pas indemnisé au-delà de 3 jours. Donc attention parce que vous avez des salariés qui ont des arrêts de travail pour accident de travail qui sont pris en charge dès le premier jour. Si cet arrêt pour accident de travail est prescrit par téléconsultation, le salarié ne bénéficiera pas d'indemnité journalière pendant les 3 jours. J'en ai terminé, j'ai été un peu vite, pareil moi aussi. Par contre, je suis à votre disposition, pas de souci, si vous avez des questions sur les sujets de social. Et je vais passer la parole à Iris, je crois. Iris, tu es là? Oui. Tu as coupé ton micro, Iris. Ok, vous m'entendez comme ça? Parfait, merci. Super, désolée, ça fonctionnait bien tout à l'heure, c'est pas grave, on enchaîne. Donc, on va parler RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises, qu'on appelle aussi durabilité maintenant, c'est le nouveau terme. Jean-Laurent, tu peux passer la page d'après. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu les enjeux de nos entreprises aujourd'hui, pour lesquels la RSE peut être un levier. Pour vous accompagner dans la réponse à ces enjeux auxquels on est confronté tous les jours. Alors, le premier, on les a classés en 5 thématiques. Le premier, ça va être le sujet un peu financement, donc partenaires bancaires ou fonds d'investissement. Alors, concrètement, vous avez peut-être déjà remarqué que obtenir des financements, ça passe de plus en plus pour les banques
par une évaluation des sujets aussi extra-financiers. Donc évidemment, des sujets financiers, de votre capacité à rembourser les financements, mais aussi de plus en plus sur les sujets extra-financiers et votre capacité à intégrer dans vos activités les nouveaux enjeux liés à la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Les banques ont des obligations en fait nouvelles sur ces thématiques-là et donc mettent en place ou ont déjà mis en place des process internes d'évaluation de ces sujets-là, vont peut-être vous soumettre à des questionnaires sur ces thématiques-là. C'est aussi un bon moyen d'optimiser la valeur de votre entreprise parce que concrètement, votre entreprise, elle a une valeur à un instant T. Et cette valeur, elle est en partie évidemment corrélée à l'avenir de votre entreprise et à la valeur qu'elle aura plus tard. Et justement, la stratégie, mettre en place une stratégie RSE, c'est mettre en place des actions qui vont porter leurs fruits sur des sujets de stratégie, d'organisation, de RH, mais aussi sur des sujets économiques sonnants et trébuchants dans les années qui vont suivre. Donc, c'est un moyen intéressant également. Et toujours regarder avec attention de plus en plus par les fonds et par les repreneurs hein, également, évidemment, sur ces sujets RSE. Voilà, donc on a un autre sujet qui est sur la partie, on a regroupé la partie activité et chiffre d'affaires, puisque le fait d'avoir une communication claire sur qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que fait votre entreprise sur ces sujets RSE, est de plus en plus un facteur pour convaincre des clients et des prospects. Des clients existants ou des nouveaux clients via les prospects. Ça va dépendre évidemment de vos cibles et de vos secteurs d'activité, mais c'est aussi une tendance qu'on voit émerger fortement dans des grandes entreprises, mais aussi dans des entreprises de taille modeste. Ça va être aussi un levier pour obtenir des subventions, puisque de plus en plus, les subventions vont être soumises à la capacité à répondre à un certain nombre d'attendus liés à la responsabilité sociale, sociétale de votre entreprise. Sur la partie RH, il nous a semblé important de la souligner également, puisque aujourd'hui, on constate que globalement, à peu près tous les secteurs d'activité ont des difficultés de recrutement et ensuite des difficultés de fidélisation. Concrètement, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, avoir un discours clair, des actions claires, voire même une petite communication écrite sur ce que fait votre entreprise sur ces sujets-là, est un bon moyen de peser dans la balance au moment d'un recrutement pour attirer des personnes en leur donnant du sens, on va en reparler après, et en concrétisant pour elles comment est-ce que votre entreprise s'engage sur certaines thématiques et comment est-ce qu'elle agit sur certaines thématiques. On a rajouté répondre aux attentes citoyennes, puisque effectivement, quel que soit ce que font les salariés ou les candidats ou les citoyens eux-mêmes, dans tous les cas, ils ont des attentes en fait sur les entreprises. Alors l'idée n'est pas de répondre à toutes les attentes de tout le monde, mais par contre d'avoir une réponse à apporter aux attentes qui peut être exprimée en disant, ben voilà, nous, comment est-ce qu'on a évalué les sujets sur lesquels on était pertinent pour intervenir et du coup les actions qu'on a mises en place. Ça peut être aussi un bon moyen d'aborder une autre thématique qui est le lien avec les territoires et avec les pouvoirs publics locaux. Dans vos activités, vous pouvez avoir besoin aujourd'hui ou avoir besoin plus tard de pouvoir compter sur le soutien de pouvoirs publics locaux. Que ce soit par exemple pour l'installation ou l'ouverture d'un nouveau site, que ce soit pour avoir un arrêt de bus qui passe devant votre site et qui s'arrête au bon horaire, ou pour avoir peut-être accès à des services spécifiques liés aux pouvoirs publics locaux de manière peut-être plus fluide. Et donc, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, c'est aussi nouer plus de contacts avec certaines parties prenantes et du coup avoir un accès facilité à elles. Et très clairement, les pouvoirs publics sont de plus en plus très attentifs à comment est-ce que les entreprises s'impliquent dans le territoire. C'est pas nouveau, ça prend peut-être ça se renforce, on va dire, ces derniers temps. Le dernier thème, c'est aussi de contribuer à affiner votre projet d'entreprise. Un projet d'entreprise, c'est une activité, c'est une ambition, c'est des chiffres aussi, OK, mais c'est aussi une implication dans une société, dans un territoire, une fois de plus, avec des équipes, avec des clients, avec des fournisseurs. Et donc, ce projet d'entreprise, il est de plus en plus important et attendu aujourd'hui, qu'il intègre des volets sur OK, comment est-ce que moi, entreprise, je prends en compte les challenges environnementaux auxquels notre société est soumise, je prends en compte l'employabilité future de mes salariés et de mes collaborateurs, comment est-ce que j'entretiens des relations de bonne qualité avec mes fournisseurs pour sécuriser mon approvisionnement, tout un tas de sujets comme ça, très vastes. Comme on vient de le voir,
Jean-Laurent, on peut changer de page. Comme on vient de le voir, les enjeux sont nombreux et on vous accompagne sur le chemin de transformation de votre entreprise ou en tout cas de travail, d'avancer sur cette thématique-là, sachant que le premier levier, c'est de maturité RSE qui va permettre justement de faire un tour de l'ensemble de ces sujets qu'on vient de voir assez vastes sur quelles sont les pratiques qui sont déjà en place dans votre entreprise. Concrètement, c'est une intervention qui est très rapide. En général, on passe une demi-journée d'entretien avec la direction ou quelques personnes de l'entreprise pour identifier sur l'ensemble des thèmes. On a un diagnostic qu'on a déjà réalisé sur plus de 500 entreprises depuis 10 ans qui est très détaillé et qui permet de façon assez indolore au cours d'un entretien de passer en revue de très nombreux sujets en lien avec des textes de loi, des obligations ou des encouragements légaux sur ces thématiques sociales, sociétales et environnementales, pour pouvoir dresser avec vous le bilan de ce que vous faites d'ores et déjà sur ces thématiques-là, le rassembler au sein de ce diagnostic, et ensuite, en calculant des indicateurs d'impact territorial et d'impact sur le développement durable de votre territoire, vous permettre de communiquer très facilement et rapidement, puisque entre le moment où on commence ce type de diagnostic et où on le termine avec les livrables avec lesquels vous pourrez communiquer, il y a une quinzaine de jours qui s'écoulent. Donc ça permet d'avoir une première vision très pragmatique et opérationnelle de ce que ça peut être la RSE dans votre entreprise et de ce que vous faites d'ores et déjà et comment est-ce que vous pouvez commencer à communiquer dessus. Voilà. Après, on accompagne sur différents sujets. Vous pouvez prendre connaissance de la page et je suis évidemment à votre disposition. Jean-Laurent, je te repasse la parole pour la conclusion. Merci Iris. Bah, écoutez, on a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie de bien vouloir nous en excuser. Bah, écoutez, au nom d'Iris à Bordeaux, de Valérie à Dijon et d'Aude à Rennes, je suis très heureux d'avoir pu vous accompagner au cours de cette matinée. J'espère qu'on a répondu en un minimum de temps au maximum à vos besoins, tant au niveau fiscal qu'au niveau social et qu'au niveau RSE. Bien évidemment, vous pourrez je vous remercie par avance de bien vouloir remplir la fiche d'appréciation qui vous est transmise et vous aurez accès après avec le QR code au support. Si vous avez des questions, on n'a pas le temps, on n'avait manifestement pas le temps d'organiser une session de questions-réponses dans le temps qui nous était imparti, mais vous n'hésitez pas à transmettre vos questions par mail et on se fera un plaisir d'y répondre. Écoutez, merci encore. Je vous remercie de voir encore si nombreux et puis n'hésitez pas. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir.